Nous sommes au quatrième jour de cette formation de 60 jours avec le DevOps. Et dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment déployer une application statique, c'est-à-dire une application faite de HTML, CSS et JavaScript, juste en utilisant les commandes Linux. Aujourd'hui, nous allons parler de GitHub, qui est un élément très essentiel pour un ingénieur DevOps. Pourquoi? Parce que ça va l'aider dans dans le versioning pour qu'il puisse avoir plusieurs versions de son code. Ça va l'aider dans la collaboration, ça va l'aider à faire les pipelines. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes un développeur qui n'avait pas encore eu à utiliser Git, je vais vous introduire à Git dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise Git et GitHub? Déjà, c'est quoi Git? Git, c'est un système de contrôle de version distribué pour suivre les modifications dans un code. Si vous avez remarqué, depuis que je pousse mon code sur GitHub, j'utilise une commande Git. Donc, si je fais Git, juste là en bas, j'espère que vous voyez. Vous voyez, ici, là, j'ai une liste de commandes. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Git est installé sur ma machine. Et ça me permet d'avoir plusieurs versions de mon code. Par exemple, si j'essaie de voir le statut, je vais faire Git status. On va voir cette commande plus tard, je vais vous expliquer. Nous sommes le jour 4. Donc, je viens de créer ce fichier jour 4 et ça crée de m'indiquer que euh, il y a une nouvelle modification Git 4 et elle est en track. Donc, ça veut dire que cette modification n'a pas encore été mise en compte, n'a pas encore été prise en compte. Il va falloir l'ajouter à, à l'historique des modifications. Donc, Git, c'est juste un système de contrôle de version pour pouvoir nous aider à manager nos différentes versions de code sur notre machine. Ensuite, nous avons GitHub, qui est une plateforme en ligne pour héberger les projets et collaborer avec d'autres développeurs. Donc, je vous montre ça rapidement. Ok, là nous sommes sur GitHub. Donc, ici, si vous venez sur github.com, ok, vous allez tomber sur. Juste que là, je suis dans mon répertoire et ici, on va aller par exemple sur mon profil. On va juste venir ici. Donc, ça, c'est moi et ça, c'est les informations me concernant. Donc, si vous êtes nouveau et vous n'avez pas encore créé de compte GitHub, vous venez ici sur Sign Up. Sign Up, donc vous cliquez sur Sign Up. Donc là, vous allez entrer votre email, votre mot de passe, votre username. Les étapes ne sont pas compliquées, c'est juste comme créer un site web. Les étapes ne sont pas compliquées, c'est juste comme créer n'importe quel compte sur les sites web. Donc, vous pouvez juste suivre les étapes. Par contre, si vous avez déjà un compte, vous pouvez juste venir ici sur Sign In. Vous allez entrer votre email et votre mot de passe tout simplement. D'accord? Ok. On va revenir alors, on va revenir à notre fichier. Si vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait ça, ça c'est un fichier .md. Donc c'est juste du Markdown. Ça veut dire que si je clique ici, en fait, voici ce fichier-ci. En fait, j'ai juste utilisé une extension. Ils appellent ça Markdown Preview Enhanced. Donc lorsque vous allez pour peut-être ce code et vous aimeriez avoir cette jolie, lorsque vous allez pour ce code et vous aimeriez avoir ce type de preview, c'est-à-dire avoir votre Markdown converti ainsi, vous pouvez juste utiliser cette librairie ici, Markdown Preview Enhance, et voici son logo. Alors, nous continuons avec notre formation. Les avantages de GitHub, nous avons l'historique de modification, je viens de vous montrer. On peut avoir l'historique de modification, on peut collaborer en équipe. Comment est-ce qu'on peut collaborer en équipe? On peut collaborer en équipe, par exemple, en utilisant les branches. Les branches, c'est un concept qui va nous aider à développer par exemple deux fonctionnalités sur une même application à la fois. Je vais vous montrer ça juste plus bas, c'est pas un problème, on va en parler. Ensuite, nous avons la gestion des versions, je pense que je vous ai montré un peu. Et aussi dans le backup du code. Quand on dit backup du code, ici on parle de GitHub. Donc, à chaque fois qu'on fait des modifications, on va pousser notre code en ligne. Alors, nous passons à l'installation de Git. Pour installer Git, on va juste venir sur gitsm.com. Donc, si je clique ici, donc j'ouvre, je vais open. Donc, quand j'ouvre, je tombe sur cette page. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir installer Git. Si vous êtes sur Windows, vous venez ici. Si vous êtes sur Mac, vous venez ici. Et si vous êtes sur Linux, c'est pour ça. Je pense que je peux juste cliquer ici. Donc, il y a même Downloads. Bon, là, je suis allé un peu trop loin. Voici Downloads ici. Vous pouvez cliquer sur Downloads. Et ça va vous montrer les différentes versions. Donc, si vous êtes sur Linux, vous pouvez juste suivre ces commandes. Si vous êtes sur Windows, il y a le fichier pour le setup qu'il faut télécharger. Donc, si par exemple, dans l'autre setup, ça va télécharger un setup. Mais moi, j'ai déjà Git, donc je ne vais pas le télécharger. Quand vous allez le télécharger, vous allez suivre les étapes. Ensuite, vous allez taper Git version juste pour voir la version. Donc, ici, je vais faire Git version pour qu'on puisse voir la version de mon Git. Donc, ici, vous voyez que j'ai Git
version 2.4, 2.0, Windows.2. Donc, j'ai Git bel et bien installé sur ma machine. Alors, lorsqu'on va installer Git sur notre machine, Git ne nous connaît pas encore. Pourquoi? Parce qu'on on s'est enregistré ici avec un email et un mot de passe. Maintenant, comment faire en sorte que notre machine puisse reconnaître que c'est nous qui sommes les propriétaires de cette machine? C'est très simple. On va juste venir ici, on va faire git commit username, git config global user.name, ton nom, dans le nom que tu vas créer, ton username. Ici, c'est le username qu'on va mettre là. Et on va aussi configurer l'email, tout simplement. Donc, moi, j'ai déjà fait ces étapes-ci. Je vous conseille vivement de le faire aussi de votre côté. Si vous n'avez pas ce code, vous pouvez aller sur le lien en description. J'ai mis le lien vers ce bout de code que vous pourriez utiliser pour configurer votre GitHub si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, lorsque vous configurez, vous pouvez faire le git config list. Donc, je vais l'exécuter là. Et ça va m'afficher toute ma configuration. Donc, vous pouvez voir ici mon email. Voici mon username. Et voici mon email. Et il y a aussi beaucoup d'autres informations. Et ça va juste nous afficher la liste, n'est-ce pas? La liste de notre configuration. Ça va juste lister notre configuration. Ça, c'est pour vérifier si vous avez bien fait cette configuration aussi, n'est-ce pas? Ok, super. Là, on vient d'installer Git et on vient de configurer. Maintenant, nous allons passer aux bases. Nous allons passer aux bases. Sur GitHub, il y a sur GitHub, il y a ce concept des repositoires ou bien des repositories. Donc, je pense que j'ai mon compte ouvert ici. Je vais créer un nouveau répertoire. Bon, j'ai déjà créé un répertoire pour cette formation. Et il s'agit ici de formation DevOps, n'est-ce pas? Où il y a ce bout de code. Et c'est ici que je pousse à chaque fois. Donc, lorsque on va faire le git init sur notre machine, on est en train d'initialiser un répertoire. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-Z. Ok, ok, je vais descendre jusqu'au fond. Ok, N, donc je vais quitter. Donc, je vais faire clair, n'est-ce pas? Ensuite, je vais faire git init. Si je fais git init par exemple, vous allez voir que ce répertoire est déjà initialisé en tant un répertoire git. Donc vous allez réinitialize existing git repository. Donc ça veut dire que ce répertoire existait déjà. Donc si votre répertoire de votre côté n'était pas encore initialisé, vous pourrez utiliser cette commande pour l'initialiser. Lorsqu'on va initialiser cette commande, ça va nous créer un fichier .git à l'intérieur de notre dossier. Donc si je navigue jusqu'à mon dossier, où est le chemin? Je suis dans desktop formation DevOps, ok. Donc je vais aller dans bureau et formation DevOps. Vous voyez, il y a un fichier .git. Il y a un fichier .git qui est juste le fichier dans lequel tout ce que nous allons faire sur GitHub, sur Git, sur notre machine, tout ça sera stocké ici, n'est-ce pas? C'est grâce à ce fichier-ci là qu'on va pouvoir garder les versions de notre code. Alors, lorsqu'on a initialisé notre dépôt, on va faire le git status. Je vous ai déjà montré le git status, donc je vais encore inspecter. On a le git status pour voir est-ce qu'il y a les modifications. Par exemple, si je crée un nouveau fichier, donc je vais créer un fichier ici, je vais appeler ça test.txt, comme ceci. Et ici, c'est ici que je vais modifier la plupart de mes fichiers. Bon, c'est ici que je vais modifier pour qu'on puisse voir les différentes versions de ces fichiers. Bon, là on a fait le git status. Ok, qu'est-ce que notre guide est en train de dire? Bon, je vais faire écho mon projet, mais au mieux de le faire dans le readme, je vais plutôt le faire ici, dans le git commit, dans le text.txt. Désolé. Donc je vais faire ça, mais au mieux de readme, je vais faire text.txt. Donc là je vais entrer. Donc si je regarde ici, là vous allez voir, ok, le chemin n'était pas bon. Je vais supprimer ceci, delete. Donc là je vais faire cd jour 4 jour 4. Ok, maintenant je vais faire écho mon projet test comme ceci. Ok, vous pouvez voir que on a cette modification aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un git add de ce fichier qui a été modifié. Si vous remarquez aussi ici, on dit ici use git add et le nom du fichier. Donc ce que je vais faire git add et je vais ajouter test
ou bien je vais faire jour 4, le chemin d'accès, jour 4 slash test.txt. On dit qu'on open jour 4, jour 4. Ah ok, je suis déjà à l'intérieur, donc je vais juste faire test. Je vais aussi mal écrit comme ceci. Donc ce fichier a été ajouté. Si je fais git status, vous voyez ici on a new file, donc ce fichier est maintenant traqué. Par contre le fichier github.md n'est pas encore ajouté. Donc il y a aussi une deuxième commande. Je pourrais aussi faire juste git add pour dire ajouter tout ce qui se trouve ici dans ce dossier. Donc je vais juste tout ajouter ce qui n'a pas encore été ajouté en faisant ça. Et si je refais encore le git status, vous voyez maintenant mes deux fichiers ont été ajoutés au tracking. Donc maintenant GitHub peut traquer la version de ces codes-ci. Maintenant on va faire un commit. Un commit c'est quoi? Un commit c'est juste un message qui va faire... c'est juste un screenshot, n'est-ce pas, de la version de notre code. Donc je vais venir ici faire un git commit -m et ici je vais dire first commit. Donc si c'est votre premier commit, vous pouvez écrire first commit. Mais puisque nous sommes en train de faire la vidéo, je vais laisser ça à first commit, n'est-ce pas? First commit test. Donc ça va juste nous aider à prendre un screenshot de notre code là actuellement. Vous allez remarquer que lorsque je vais faire le git commit, les fichiers qui sont ici verts vont disparaître. Pourquoi? Parce que une capture a déjà été prise et ça sera un peu comme si tous les fichiers étaient à jour et il n'y aura plus de modification. Donc ça sera comme la nouvelle base. Donc je vais juste faire ça. Donc vous voyez ici là qu'on a créé deux fichiers. Donc on a créé deux fichiers. Et si je fais le git status, vous voyez, nothing to commit. Ça veut dire que toutes nos modifications ont été ajoutées. Et il n'y a plus aucun changement jusqu'ici. Par contre, si je viens encore dans mon test.txt, je fais mon projet et là je fais peut-être formation 60 jours comme ceci avec le DevOps et je fais encore un git status. Vous allez voir, une fois de plus encore, on a le fichier test.txt. Donc il va encore falloir qu'on fasse un git add. Soit on peut utiliser pour dire on va tout ajouter, ou soit on peut juste préciser le nom de ce fichier. Là j'ai précisé le nom du fichier. Maintenant je peux faire maintenant le git commit. Et il faut juste rappeler, il faut donner les messages très concis. Le -m ici en bas signifie message, le message de notre commit. Donc je vais faire ici git commit -m, je vais maintenant dire updated test.txt file comme ceci. Ok, on va rentrer sur nos étapes. Là, on vient de faire le commit. Maintenant, si on veut voir l'historique des commits, on peut essayer de voir l'historique des commits. Bon, je vais faire monter aussi un peu. On veut voir l'historique des commits. On va juste faire git log comme ceci. Et là, ça va nous afficher l'historique de tous les commits. Et vous savez bien, on a fait juste deux commits jusqu'ici. Le premier c'était first commit test et le deuxième c'était updated test.txt file. Donc je vais descendre. Ok. N'oublie pas que je suis dans le répertoire de formation DevOps. Donc il y a plusieurs commits qu'on a fait pour les jours précédents. Donc tout ça compte, n'est-ce pas? Donc je vais encore nettoyer. Donc ça c'est pour voir l'historique de nos commits. Et vous avez remarqué, c'était un peu trop long, n'est-ce pas? Il y a aussi une commande pour faire en sorte que ça s'affiche tout sur une seule ligne. Donc ça sera git log, je pense c'est -one line comme ceci. Donc ça va afficher chaque commit sur une seule ligne avec son commentaire. Super. Donc maintenant on va essayer de passer à l'étape 4 qui dit ici créer un dépôt sur GitHub. Comment créer un dépôt sur GitHub? Je vais juste créer un dépôt juste pour vous montrer. Donc pour créer un dépôt, lorsque nous sommes sur notre profil, au niveau de notre profil ici, on va juste venir ici sur repositories, on va cliquer sur repositories et on va venir sur new ici, ça veut dire nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va donner un nom à notre répertoire. Ici, là, c'est test DevOps, par exemple. Et on va choisir, est-ce que notre répertoire est public ou bien est-ce qu'il est privé? Dans notre cas, il est public. J'aimerais que vous ayez accès à ça. Donc, ça me va. Je peux aussi décider d'ajouter un readme file ou pas. Donc, ça dépend de moi. Bon, je décide d'ajouter. Et là, je vais créer le répertoire. N'est-ce pas? J'ai créé le répertoire. Et notre répertoire a un lien qu'on peut trouver ici.
Ouais, c'est un lien qu'on peut trouver ici. Donc si vous copiez ça, et on peut cloner. Bon, je vais pas encore parler de cette commande. On peut cloner par HTTP, par SSH, par GitHub Clan aussi. Donc pour ceux qui connaissent Git et ont un peu des concepts, ont un peu des notions avancées, vont savoir de quoi je parle jusqu'ici. Donc ensuite, on va essayer de pousser les modifications, n'est-ce pas? On va essayer de pousser les modifications. Cette commande-ci, le git remote at origin, cette commande-ci, en fait, ça va nous servir à dire à notre repository, dans notre répertoire, notre repository Git, qui est sur notre machine, où est-ce qu'on va envoyer les fichiers. Où est-ce qu'on va envoyer les fichiers. Lorsque j'ai fait le git config momo list, si on regarde bien ici quelque part, on va voir remote origin quelque part. Donc je cherche. Ok, ici. Vous allez voir ici, remote origin.url. On a HTTP, GitHub, donc RIST, formation, 60 jours. Ceci. On a en fait dans ce répertoire toutes les modifications qu'on va faire et qu'on va vouloir pousser en ligne sur GitHub à partir de notre machine. On est en train de dire qu'on va pousser ces modifications-là juste ici. Juste là. Donc, lorsqu'on utilise la commande git remote at origin, on est en train de spécifier le lien, bien le reposoir, où est-ce que nos fichiers seront stockés. N'est-ce pas? Donc, c'est juste ça que je vais vous montrer. Et dans mon cas, moi je l'ai déjà fait lorsque j'ai créé le répertoire pour cette formation. Moi je l'ai fait et j'ai spécifié le nom formation DevOps 60. N'est-ce pas? Le dépôt. Là, c'est ton reposoir. Ensuite, tu peux faire le git push origin main. Et tu t'assures que tu es sur la branche main. Donc, tu peux juste faire. Donc, je vais bientôt parler des branches. Si vous ne comprenez pas encore, ne vous cassez pas trop. Et lorsque tu pousses, les modifications vont partir en ligne. Donc, si je reviens ici sur formation DevOps, là, vous allez voir que les fichiers que je viens de créer en local dans le dossier jour 4 sont déjà en ligne. Donc, par exemple, le text.txt que j'ai créé, mon projet est déjà en ligne. Donc, la commande git push va nous aider à prendre notre code dans notre machine et l'envoyer sur GitHub dans notre compte en ligne. Ensuite, nous allons voir comment cloner un projet. Le projet qu'on vient de créer ici, donc je vais rentrer dans les répertoires. Ce nouveau projet que j'ai créé ici, Test DevOps, comment faire pour le cloner? Je vous ai parlé du clone tout à l'heure ici. Donc on va cloner peut-être ce projet en HTTPS. Donc si je viens ici, je vais copier le URL. Dans le lien, je vais copier le URL. Comme ça. Je vais venir dans mon éditeur texte. Donc ici, je vais, je sais pas trop, ça va planter. Ok, je vais clair. Et il faut que je navigue jusqu'à où est-ce que je vais cloner ce projet. Donc je vais faire un CD moment pour dire qu'on rentre. Je vais faire CD desktop. Ensuite, je vais faire CD donc RIST comme ceci. Et là, je vais maintenant faire git clone et passer maintenant le URL que j'ai copié en ligne. Ok, il semble que j'ai pas bien copié, donc je vais copier encore et le coller ici. Donc vous voyez, la commande va donner git clone https github donc testdevops.git. Et lorsque on tape entrée, ce qui se passe c'est que cette commande va aller chercher tous les fichiers qui se trouvent dans test DevOps. Et qu'est-ce qu'il y a dans test DevOps? On voit ici que nous avons le fichier README qu'on a choisi, qu'on a coché, qu'on veut créer un fichier README pour ce répertoire en créant le dépôt, le répertoire. Donc, ici, si on fait un CD et on entre dans test DevOps, parce que bah, c'est le nom de, c'est ce nom-ci à la fin qui sera le nom du dossier. Donc, on fait test DevOps, on entre. C'est comme si j'ai un problème. Test DevOps. Ok, je suis entré. Et si je fais dir, je suis sur Windows. Si j'étais sur Linux, j'allais faire ls. Ici, on voit ici qu'on a le fichier readme. On a le fichier readme. Donc, cette commande est venue chercher tous les fichiers qui se trouvaient sur test DevOps et l'a ramener vers ma machine. C'est à ça que c'est le clone. Le clone va nous permettre de ramasser tous les fichiers qui sont dans un dépôt bien précis et les ramener vers notre machine. Ensuite, nous avons les branches. Alors, c'est quoi les branches? Les branches, c'est un concept un peu plus avancé où on va pouvoir créer des sections de notre code. Et en fait, chaque personne, chaque développeur, chaque fonctionnalité pourrait avoir une branche qui va contenir une version du code bien précise. Donc, pourquoi utiliser les branches? On voit ici, on a travaillé sur des fonctionnalités séparées. Ça veut dire que quoi? Si je travaille sur un projet avec un ami, avec un développeur, et peut-être nous travaillons sur un site de e-commerce, et moi, je dois par exemple implémenter les systèmes de paiement, et lui, il est peut-être censé faire l'authentification.
Ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord créer le projet et nous deux, on va cloner le projet. Ensuite, nous allons créer nos branches. Chacun va créer sa branche. Moi, je vais créer une branche pour les paiements. Lui, il va créer une autre branche. Donc, vous pouvez imaginer ça comme un arbre, tout simplement. Comme un arbre. Bon, on va aller sur Chrome. Je vais dire Git Branches Image. Donc, juste pour avoir une image de comment est-ce que tout cela va fonctionner. Je pense que c'est une très bonne image. Donc, par exemple, on peut voir que ici, n'est-ce pas? Ici, on a la première version du code. Ensuite, on a deux branches qui ont été créées ce, pour ce code. Voici une branche pour une feature, c'est-à-dire pour une fonctionnalité. Voici une branche. Lorsqu'on va créer la branche, c'est à une version du code. Donc, c'est à une version différente du code. Voici aussi un très bel exemple. Ici, on va créer une branche pour une feature. Ensuite, on va progresser, créer une autre version de cette branche. Et ensuite, on va ajouter cette fonctionnalité à la branche mère qui est master. Je ne sais pas si vous voyez ici. À la branche mère qui est master. Et s'il y a encore une autre fonctionnalité, une autre personne, un autre développeur va venir prendre la fonctionnalité à partir d'ici, développer sa deuxième fonctionnalité, feature 2. Et aussi venir, lorsque la fonctionnalité sera prête et lorsqu'elle sera en marche, et lorsqu'on aura fait les tests et que tout fonctionne bien, on va venir ici, la mélanger avec la branche mère. Donc, toute cette ligne ici, c'est la branche mère. Et maintenant, ce qui diffère, ce sont les branches qu'on a créées pour pouvoir travailler sur le projet et avoir plusieurs versions et collaborer avec d'autres développeurs. Donc, c'est à ça que vont nous servir les branches. Et ici, on parle aussi d'isoler les modifications. Donc, lorsqu'on voit ici, on peut très bien voir que la modification qui est faite ici est différente de la modification qui est faite ici. Et aussi différente de la modification qui est faite ici. Donc, si on regarde bien, juste ce code-ci a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6 versions. N'est-ce pas? Et on peut aller sur n'importe quelle version à chaque fois si on le désire. Donc ça c'est le concept des branches. Et si on veut créer une branche, c'est très simple. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule branche, j'ai la branche min. Donc je vais créer une branche. Je vais créer une branche en utilisant la commande git branch pour créer une nouvelle branche. Donc je vais faire git branch. Je vais faire jour 4 comme ceci. Donc là j'ai créé une nouvelle branche. Si je vais afficher toutes mes branches, je vais faire juste git branch pour afficher toutes mes branches. Donc ça va afficher, lorsque ça affiche, ça va aussi me montrer sur quelle branche est-ce que je suis actuellement, n'est-ce pas? Et si je veux changer de branche, donc si je veux changer de branche, je veux basculer vers une autre branche, je vais faire git checkout, comme on peut voir ici, git checkout, nouvelle branche. Donc je vais faire git checkout jour 4. Et vous voyez ici là en bas, nous sommes maintenant sur jour 4 ici. Donc on a basculé sur jour 4. Et jour 4, c'est une branche qui a été créée à partir du main. Et si on utilise l'extension GitGraph ici, je vais vous montrer ça. On utilise GitGraph. Vous pouvez voir ici, nous sommes quittés de la branche main à la branche jour 4. Et si on fait une petite modification, ici là, je vais dire je suis dans la branche jour 4. Et là, je vais faire un commit. Je vais faire un git add. Je vais faire git commit. Je vais appeler ça un update. Et si j'ouvre encore GitGraph, vous pouvez voir ici que vous pouvez voir ce point-là qui a été créé juste ici à ce niveau pour jour 4. Ça veut dire que quoi? On a deux versions de notre code à ce niveau-ci. Là, nous avons deux versions qui sont au même niveau. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous me comprenez. Si je fais encore une modification, je vais encore faire une modification pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, je vais venir dans le test. Je vais dire modification de. Là, je vais encore venir ici faire un git add et un git commit. Je rentre sur mon git graph. Vous voyez, on a encore progressé. Nous avons encore progressé. Donc, c'est juste pour vous montrer. Si je rentre maintenant sur la branche humaine, rappelez-vous ici dans notre test.txt, je suis dans la branche jour 4 et modification 2. Si je fais un checkout sur main, je rentre sur main, vous allez voir, ces modifications-ci n'y sont plus. Pourquoi? Parce que sur cette branche-ci, on n'a pas fait cette modification. Donc, si cette branche était plutôt créée dans la machine d'un autre développeur, vous pouvez voir qu'on peut développer deux fonctionnalités en parallèle, sans que ça n'affecte l'état de notre code. Donc, je vais y rentrer sur jour 4, et vous voyez le code réapparaît. Maintenant, je vais faire... je vais essayer de ramener... Bon, on va juste suivre les étapes, je ne vais pas sauter les étapes, on va aller pas à pas, n'est-ce pas? Ensuite, ici, on a une seule commande. Ok.
Sur cette commande ici, on crée une branche et on bascule sur la nouvelle branche à la fois. Donc vous pouvez faire git checkout -b jour 4. Ça va créer la branche et vous faire basculer sur la branche. Une commande pour faire les deux. Donc c'est juste ça que ça veut dire. Et je vous ai montré la commande pour lister les branches. Git branch, je pense qu'on l'a exécuté juste là. On a fait git branch. Bon, si on peut encore faire git branch juste pour que ceux qui n'étaient pas concentrés. Voilà, git branch, ça nous affiche toutes les branches. Maintenant, pour fusionner une branche dans la branche humaine, c'est ce que je voulais arriver, c'est ça que je voulais vous montrer. Pour fusionner une branche, donc déjà, pour fusionner une branche, il faut déjà basculer sur la branche humaine. Donc je vais basculer sur la branche humaine en faisant le checkout, n'est-ce pas? Le checkout vers le main. Lorsque je bascule ici, je vais maintenant faire un git merge. Merge en anglais veut dire mélanger, jumeler, n'est-ce pas? Donc je vais faire un git merge et préciser la branche qui m'intéresse. Ici c'est jour 4, donc je vais préciser la branche que j'ai envie de mélanger avec le main. Parce qu'on peut avoir plusieurs branches, excuse. Donc ici je vais faire git merge jour 4. Là, je tape entrée. Donc, vous pouvez en voir. Si nous sommes bien sur la branche main, il faut bien le noter ici. Mais si je viens dans test, vous pouvez voir ici. Maintenant, nous avons ici, je suis dans la branche jour 4 et modification 2. Donc, ici, vous voyez, on a ce merge là qui s'est très bien passé. On a one file changed, 0 files inserted and 0 deletions. Donc, ça. Et maintenant, si je rentre aussi sur le git graph, vous allez voir que ici, nous étions à jour 4, mais lorsque nous remontons juste là ici en haut, nous avons main et jour 4. Donc que le merge a été fait avec succès, n'est-ce pas? Donc cette commande-ci, ça va juste nous montrer le flow. Donc je vais un peu fermer ça et on va aller sur la suite. Il peut aussi arriver qu'on a les conflits. Il peut arriver qu'on a les conflits. Bon, je vais vous montrer un exemple de conflit. Si par exemple, sur la branche main, je modifie ça à 2, n'est-ce pas? J'ai fait une modification, non, c'était déjà 2. Je vais mettre 80 par exemple. J'ai modifié ça à 80, n'est-ce pas? Donc je vais faire un git add. Je vais faire git commit. Et ici je vais faire update. Et je vais maintenant basculer sur la branche main, sur la branche jour 4. Désolé, sur la branche jour 4. Donc je vais faire git branch jour 4. Ah ok, il fallait que je fasse un checkout pour basculer. Branch c'est plutôt pour créer. Donc j'ai basculé. Aussi, j'ai mis 80 de l'autre côté. Ici, je vais venir mettre 100. Vous voyez, on voit qu'ici, les deux développeurs ont modifié le même fichier, la même ligne au même moment. Donc, lorsqu'on va vouloir merger, lorsqu'on va vouloir mélanger les deux codes, on va prendre le code de qui? C'est ici qu'on va parler des conflits. Donc, je vais faire un commit. Donc, je vais faire un git add, git commit, update, c'est aussi un update. Et maintenant, je vais rentrer sur la branche main pour pouvoir merger, pour pouvoir jumeler les deux codes, n'est-ce pas? Pour jumeler les deux versions. Je vais faire git checkout main. Checkout main. Ok. Ensuite, je vais faire git merge et préciser le nom de la branche qui est jour 4. Vous pouvez voir ici, on a config. Merge config in jour 4.test.txt. Il y a plusieurs manières de gérer les conflits. Bon, on va juste suivre ce document. Donc, si Git détecte un conflit, ouvre le fichier en conflit et résout manuellement les différences. Donc, vous pouvez voir que même le fichier est déjà en rouge. Le fichier, lui, il est rouge. Et nos conflits, je vais dire Resolve in Mesh Editor. On va voir ici que on a le incoming. Donc, ce qui vient, c'est 100. Alors que ce qui est là, c'est 80. Donc, on va prendre pour qui? Donc, voici le résultat. Je peux juste venir ici sur le résultat et je mets 60. Donc là, je vais de gérer mes conflits. Ça, dépendant de vos fonctionnalités, dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez modifier comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc, quand je finis ça, moi, je peux m'enlever, je peux faire tout ce que je veux. Je viens sur Complete Merge. Donc, j'ai géré les conflits. Lorsque je gère les conflits, à chaque fois que je gère les conflits, il va toujours falloir que je fasse un commit. Donc, ici, vous voyez, commit, résolution du conflit. Donc, je vais faire ça ici. Donc, on a résolu le conflit qu'il y avait. Et notre code est à jour. Mais notre code est bel et bien à jour cette fois-ci. Donc, si je viens ici, là, je charge, vous allez voir qu'on a fait un update. Nous sommes venus sur la branche jour 4, n'est-ce pas? Regardez le flow. Nous sommes venus sur la branche jour 4 et on a modifié. Ensuite, on a merge avec la branche main. Donc, voici le flow.
Et on peut aussi avoir ça ici. Ça, c'est juste un sommaire, juste un résumé, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça marche. La résolution des conflits, c'est comme ça que ça marche. Les branches, c'est comme ça que le merge aussi, le guide merge fonctionne. Donc, ensuite, nous avons le rebase. Le rebase va juste nous permettre de réorganiser des commits pour un historique plus linéaire. Donc, on va essayer de faire un rebase et voir comment est-ce que ça affecte la version de notre code. Donc, je vais faire basculer sur la branche à rebaser, n'est-ce pas? Rebase. Donc, si je fais un clé ici, je vais juste aller sur Jou 4. Donc, je vais faire git checkout checkout main. Ok, non, je suis déjà sur main. Donc, je dois aller sur Jou 4. Ok, je suis sur Jou 4. Si je regarde le test ici, je vois que normalement, je suis toujours à 100. Je suis encore en modification 100. Pourquoi? Parce que j'ai pour le code dans main et j'ai résolu les conflits qu'il y avait dans main, n'est-ce pas? Ce qui fait que mon code qui est sur Jou 4 n'est pas encore mis à jour. Ce code n'est pas encore mis à jour. Et je peux faire le rebase comme l'indique ici. Je peux juste faire git rebase main. Donc, cette fois-ci, on est sûr que notre code sera à jour avec la branche main. Donc, nos deux branches auront le même niveau. Donc, je vais faire git rebase main, comme ceci. Donc, on va dire successfully rebase and updated refs, blablabla. Si je reviens sur test.txt ici, vous allez voir, je suis dans la modification de 100 est partie. Donc, ça veut dire que main et Jou 4 maintenant sont à jour, ils ont le même code, ils sont exactement la même chose, n'est-ce pas? Ils sont exactement les mêmes. Si on revient sur Git, ici, donc vous voyez maintenant qu'ici encore, on a encore un niveau où les deux sont au même niveau, on a géré les conflits, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre Git ici? On a ici le rebase interactif, réorganiser, modifier ou supprimer des commits. Donc on peut rebase tout en faisant certaines modifications, en modifiant certaines choses. Donc, par exemple, on peut aussi faire le rebase vers un commit bien précis. Vers un commit bien précis. Par exemple, je vais essayer de rebase ceci vers le commit 2. Donc, au deuxième commit. Je ne sais pas trop comment il va expliquer ça. Bon, je vais lancer la commande, je vous montre. Donc là, on essaie de faire un rebase vers un commit de main qui est juste derrière la version la plus avancée. C'est pour ça que j'ai entré 2. J'ai entré 2 ici, je ne sais pas où c'est. Ok. Bon, je vais taper entrée. Ok. Ok, nous avons rebase le projet. Ok, je vais juste faire un CTRL A. Ok, là c'est Vim. Ok, je vois pourquoi je t'ai perdu. Ici, nous utilisons Vim ici. Donc pour quitter, je vais juste faire. Il y a le I pour entrer en mode insertion et le échapper pour quitter. Donc je vais faire WQ et taper entrée. Donc on voit ici, on me dit resolve all conflicts manually, mark them. Donc il y a même un conflit encore dans le test. Donc il faut qu'on allait encore regarder le test ici. Vous voyez, on est rentré en quoi 80. On est rentré à 80. Et c'est plutôt dans le main que nous avons mis 80. Là, il faut bien s'en souvenir de ça. Donc, on est rentré dans un commit de main qui est encore un peu derrière, n'est-ce pas? Pas exactement la dernière version, mais une version du main qui était un peu déjà obsolète. Donc, avec le rebase, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Nous avons plusieurs autres commandes et il faut aussi vous parler de git ignore. C'est très important. Si vous venez ici, vous allez voir, j'ai un fichier git ignore quelque part là. Ok, j'ai pas encore créé de git ignore. Donc normalement, je dois créer un git ignore ici. Et ce fichier va nous permettre d'ignorer tout ce qu'on ne veut pas envoyer sur GitHub. Par exemple, je vais créer un fichier encore peut-être ici là sous ignore, n'est-ce pas? Ignore.txt. Donc ce fichier doit être ignoré. Ce fichier doit être ignoré. Comment est-ce que je fais pour ignorer ce fichier? Je vais écrire le nom de ce fichier dans le ignore.txt comme ceci. Vous allez voir, ça va devenir grisé. Ou bien vous voyez, c'est devenu grisé. Donc ça veut dire que Git ne considère pas ça. Et si je fais le git status, vous voyez, ce fichier-ci n'est même pas considéré. Ce fichier n'est pas considéré.
Par contre, le test qu'on a modifié est considéré. Et il ne faut pas que j'oublie de résoudre mes conflits, sinon ça va déranger. Donc je vais jeter complete le merge. Donc alors, vous voyez, j'ai ignoré ce fichier. Si je fais encore le git status, vous voyez, ça ne va même pas prendre en compte le ignore que j'ai créé à ce niveau-ci. Donc le git ignore va nous servir à ça. Avec ça, vous pouvez peut-être ignorer vos bases de données. Si vous travaillez avec SQLite, vous pouvez ignorer vos fichiers statiques. Si vous êtes un développeur Django, vous pouvez ignorer tellement de choses. Vous pouvez même mettre peut-être même des documents très lourds dans votre application et vous ne voulez pas les pousser sur GitHub. Vous voulez les ajouter juste dans le git ignore. Donc je vais faire git add everything git commit. Ici je vais dire added git ignore, n'est-ce pas? Il y a une erreur. Je vais faire git add git commit added git ignore. Bon, il faut que je fixe ma branche. Bon, je vais faire le rebase, git rebase, juste min, pour que ça prenne la dernière version. Ok, bon, je me rends compte que bon, ça va prendre un peu de temps pour gérer ça. Bon, il va juste rentrer, il va faire un git stash pour ignorer toutes les modifications qui ont été faites, n'est-ce pas? Pour ignorer tout et faire le git checkout min. Donc je vais rentrer sur la branche min où il sait qu'il n'y a pas de conflit. Super. Donc on va continuer à suivre notre document. Donc je vais montrer le git. On va y mettre de côté les modifications non committées. Donc s'il arrive que par exemple ici là j'ai fait le git stash parce que je ne sais pas si j'ai fait les modifications mais je n'ai pas j'ai pas fait de commit. Donc je pourrais juste mettre de côté ces modifications là. Et si je veux que ces modifications là reviennent, je peux faire le git stash apply. Donc je peux faire ça pour que on va dire no stash entries found. Ou bien je pourrais encore faire le git stash pop. Donc à la place de apply, on pouvait utiliser aussi pop. Comme vous voyez, c'est la même chose. N'est-ce pas? Ça c'est la même chose. Et il y a les commandes git revert commit hash et git reset hard commit. Ces commandes là, je vais vous laisser essayer. En fait, ils vont juste vous aider par exemple à rentrer les commits. Si par exemple, je viens sur mon tableau-ci, donc j'ai les changements que je dois faire. Si peut-être je veux quitter d'ici, n'est-ce pas? Si je veux quitter d'ici à peut-être first commit test. Si je veux quitter d'ici, c'est là que je vais utiliser ces commandes-ci. Revert commit hash, n'est-ce pas? Pour revenir à un commit précédent. Ça, ce sera pour revenir à un commit précédent. Mais si vous voulez, on peut toujours le faire. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas le faire. Donc je vais copier ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc le commit hash, en fait, c'est l'ID de votre commit. Donc si je viens ici, là, je pense que je peux copier ça quelque part ici. Donc disons que je veux rentrer peut-être sur... Je veux rentrer sur ce commit-ci, n'est-ce pas? Donc je vais venir copier ça. Oui, c'est hash. Ok, je vais copier ceci comme c'est 62 que ça va finir avec 3. Donc je vais copier ça comme ça là et venir le coller là. Donc là, j'ai envie de rentrer derrière, j'ai envie juste de rentrer à ce niveau-là. Si je rentre, on dit head is now at. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la nouvelle version ajout de notre code est ici. Et on peut aussi voir le changement dans notre fil. Puisque je suis rentré derrière, ça veut dire que maintenant, ce code qui est ici là n'est plus le code le plus à jour. Maintenant, c'est celui-ci. Ça, c'est celui-ci. C'est celui qui a la tête maintenant. C'est le head. N'est-ce pas? C'est la tête. En anglais, head. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser le git reset. Ensuite, on va rentrer dans notre dossier. Bon, ça, c'est ce que moi j'avais à vous apprendre pour Git. Si vous êtes déjà capable de comprendre tout ce que je vous ai montré ici, c'est que vous êtes capable déjà de faire plus de recherches par rapport à Git. Moi, j'ai expliqué les concepts les plus basiques. Il va falloir que vous fassiez encore un peu plus de recherche. Mais je pense qu'avec ces connaissances ici, vous serez prêt déjà à déployer une application de manière très simple. Donc jusqu'ici, je pense que ces connaissances ici, j'ai pas mal expliqué. Je pense que la vidéo est quand même assez longue. J'ai expliqué beaucoup de concepts. Donc, je vais terminer avec les bonnes pratiques. Donc, ici, on dit faire des commits atomiques. Donc, une seule fonctionnalité par commit. Donc, il ne faut pas partir construire tout un avion et faire un commit que j'ai construit l'avion. Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est si, par exemple, comme moi j'ai fait, à chaque fois que je fais un petit truc, je fais le commit. À chaque fois que je fais un petit truc, je fais le commit. Ceci va nous permettre d'avoir une historique de commit un peu comme ceci et de savoir exactement ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de développer sur notre application. Ensuite, on a écrit des messages de commit clairs et descriptifs. Donc, il faut vraiment s'attarder là-dessus. Vraiment, les messages doivent être clairs. De telle manière que si un autre développeur
inspecte votre code, voir peut-être les différentes actions que vous avez fait, qu'ils puissent facilement comprendre que, ok, ici il faisait ça, ici il faisait ça. Pas que vous mettiez une description assez complexe et dure à expliquer. Donc, la troisième, c'est toujours pull avant de push pour éviter les conflits. Donc, si vous travaillez avec un autre développeur, il est toujours conseillé de, lorsque vous lui levez le matin, vous ouvrez le projet sur votre machine, faites juste un pull. On ne sait jamais. Peut-être que la nuit, il a travaillé. Et si vous faites un push sans faire de pull, ça va créer des conflits sur le dépôt du projet en ligne. Alors, j'ai laissé quelques exercices pour pouvoir affiner cette nouvelle compétence que nous avons acquis aujourd'hui. Donc, vous pouvez créer un dépôt en local et ajouter les fichiers. Vous pouvez créer un dépôt sur GitHub et le pousser. Ensuite, on va créer une branche, on va cloner un projet déjà existant et on va expérimenter aussi le rebase. Donc, pour conclure avec cette vidéo, Git et GitHub sont des outils essentiels pour le développement. Avec cette base, les participants peuvent maintenant collaborer sur des projets et gérer leur code très efficacement. Alors, ça sera tout pour cette formation. Si cette formation vous a plu, partagez ce cours avec des personnes qui sont intéressées par le DevOps et leur faites part de l'aventure. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!